Alors, plus on va commencer par un sujet parce que je sais que les gens ici sont souvent, déprimés. Ils disent, voilà, c'est rien ne va et cetera. C'est une catastrophe, la France et cetera et pour une fois, j'ai une bonne nouvelle. Donc est-ce que je Ah, vous partage la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir le premier lancement commercial d'un fleuron ouais, français. Alors je vais vous partager parce que c'est pas mal quand même pour une fois qu'on a une bonne nouvelle. ouais, Alors satellite CSO 3, oui, mais pas que, c'est le premier lancement commercial d'Ariane 6. exact. En fait, jusqu'à maintenant, Ariane 6 était, en test, du moins il y a eu des vols, mais c'est son premier vol commercial et donc ce premier vol commercial va mettre, en orbite un satellite alors qui semble être un truc un peu, d'espionnage quand même, mais c'est pas ça, c'est quand même, on revient un peu dans la course, c'est important. Hem, c'est important justement que la France, qui était un grand pays spatial, continue, à s'imposer sur cette question-là. Puisque malheureusement avec Elon Musk et cetera et tous les lanceurs privés, bah, on avait un peu perdu notre superbe. En particulier parce que nous, bah, notre fusée, elle va dans l'espace, elle du moins elle crame en revenant et on n'est pas ca on les fait pas revenir et donc le coût, de nos lanceurs, est plus élevé que celui des autres. Mais on a un truc, meilleure qualité. Donc le CSO-3, donc c'est le troisième satellite de la composante spatiale optique visant à renforcer les capacités d'observation militaire de la France et de ses partenaires européens. Moi, ce que je trouve intéressant, comment ça s'appelle? Eric, grâce à ce satellite, peut-être qu'on pourra retrouver le coffre de Benalla, vu que ça va augmenter notre capacité optique. C'est quand même optimiste, hein. Tu penses? Je Tu su penses qu'on n'a pas encore je une suppose qu'il est quand même bien caché. ouais, mais tu vois, avec ces on fait de la bonne techno, normalement. Ce que des simples agents de la PJ n'ont pas réussi, notre super satellite va réussir. Il doit bien y avoir une signature, thermique, nucléaire ou quoi que ce soit dans ce coffre qui fait qu'on va le retrouver un jour. Ah oui, ou alors, non, il y a pas de signature justement. C'est ça le sujet, hein, c'est qu'en fait, on avec ces trucs-là, on peut jamais savoir et en fait, tout a été tellement bien caché, puis les techniques modernes de camouflage sont quand même bien avancées et puis, ça va progresser, cette science va progresser d'ailleurs grâce, à ce qui se fait à l'heure actuelle sur le front ukrainien. Donc, du coup, ça va devenir de plus en plus complexe pour identifier, le coffre de Benalla et peut-être d'autres choses avec d'autres coffres aussi. Mais alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre? Hein, parce que tu vois, toute la France veut savoir. Eric, qu'est-ce que tu penses qu'il y avait dans ce coffre? Alors, je sais pas, peut-être des sextoys, mais bon. Non, j'avoue que je sais pas, peut-être des papiers, pas intéressants, des papiers imprimés avec, où c'est marqué dollars, je sais pas. Mais, Alors normalement, un coffre, on y met des choses précieuses, hein. certains disent qu'effectivement, il y a dedans alors attention, je vais mettre ce commentaire parce que la moralité de François Bayrou, parce qu'on la cherche tous. Beh, C'est cruel, mais bon, c'est bon c'est oui, c'est justifié. on peut dire aussi l'honnêteté de Nicolas Sarkozy. Mais ça, je suis pas sûr qu'elle ait jamais été cachée. Je pense que c'est juste un truc non existant. Bon, enfin bref. Alors, je ne sais pas quelle compagnie, d'assurance pour couvrir la fusée. La fusée n'explosera pas. Moi, j'ai été très traumatisé, quand j'étais enfant avec l'explosion de Challenger. J'étais toute je crois j'avais 6 ou 7 ans, parce que je voulais, moi, être, cosmonaute,
Donc tout de suite, bah, quand tu vois la navette qui explose, ça te calme. Surtout que tu sais quand ça explose là-haut, bah, c'est compliqué et après je me souviens, de lancement, c'était Ariane 5 si je me trompe pas, qui avait, lors du premier lancement, qui avait fait exploser comme ça façon 14 juillet et c'est vrai que bon, mais cette fois-ci, rien n'explosera, ça va être magnifique et certains disent que grâce à ce système optique, on retrouvera la dignité de Manuel Valls. Je pense, Des là, je oxymores. je vais m'avancer, hein, C'est pas gentil, Adrien. mais je pense que concrètement, la dignité de Manuel Valls, il nous faudrait un module d'exploration spatiale des trous noirs pour voir qu'est-ce qu'il y a au-delà, pour pouvoir retrouver. Ouais. Et encore, c'est pas sûr que ça marche, mais sait-on jamais? Mais je m'avance un peu là, c'est un terrain glissant de la science, on en est à la limite. Alors, Marco dit: Oui, «Cosmonaute c'est c'est vrai. URSS, russe pas Yankee». Oui, ben moi je préférais être avec ceux, qui savaient envoyer des hommes dans l'espace et les ramener, tu vois? Genre Gagarine et cetera et mais bon, il y avait les spationautes français aussi, mais on n'avait pas à l'époque on et je rappelle qu'il y avait une seule station, spatiale, c'était la station Mmh. Mir quand j'étais enfant. C'était pas l'ISS dont Elon Musk veut démanteler et justement, Eric, je vais Oui. nous passer une vidéo parce que hier, on a eu, Tintin, comment ça s'appelle? Tintin en Amérique Ah oui, bien et donc sûr. on va vous montrer, cette C'était une séquence séquence attendue, hein, quand même. ah ouais, de Tintin en Amérique quand même. Donc Tintin en Amérique, bougez pas, donc qui s'est entretenu avec Donald Trump, qui a raconté une And anecdote. we came out and he On va started voir. speaking the French deal. And we didn't have an interpreter, and he was going on and on and on, and I was just nodding, yes, yes, yes. And he really sold me out because I got back the next day and I read the papers. I said, that's not what we said. He's a smart customer, I will tell you that. You remember? That was exactly what we agreed. Jest the president told Zelensky a dictator. Ouais, il faut toujours qu'il tripote Macron, hein, quand même. Ouais, alors moi surtout ce que je me choque, c'est il n'est pas traité de président par Donald Trump, il est traité de customer, de client. C'est-à-dire Oui, qu'il voit Macron comme un client des États-Unis. Déjà ça, c'est waouh! Bon, ça ça en dit long et je pense que le mot n'a pas été choisi par hasard. tout à fait. Il aurait pu dire employee, tu vois? Employé, ça aurait été il est pas allé jusque-là. Non, parce que c'est trop, ça aurait été trop, mais c'était suffisant pour que tout le monde comprenne, en réalité. Mais surtout, ce qui est terrible, c'est une humiliation totale. Il se moque, il y a pas du tout de décorum, rien. Ah, il parlait, moi j'ai fait: «Ouais, ouais, 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 ouais». Alors que le mec, Emmanuel Macron est juste à côté. C'est Ouais, c'est-à-dire horrible. il envoie le message que bon, bah, voilà, Macron est surtout bavard. Mais C'est terrible, hein, c'est cause toujours, tu m'intéresses, quoi. ouais, c'est même pas ça, c'est juste, bon, et il parle, il parle, il parle, il parle et en gros, il parle mais on n'entend pas. C'est surtout ça, le problème, c'est qu'on n'entend pas et pendant ce temps-là, il se passe, effectivement, d'autres choses, parce que ce qui est assez rigolo, c'est quand même que Macron, il avait dit, «Voilà ce que je vais lui dire», donc déjà, c'est d'un point de vue diplomatique, c'est moyen, c'est-à-dire quand on va entamer des discussions, diplomatiques, ben, globalement, tu la primeur de ce que tu vas dire, tu la réserves à ton interlocuteur. Tu le balances pas dans la presse, parce que l'autre se dit: «Bon attends, voilà, j'ai les infos, bah, c'est pas la peine de venir mec». Ça à un moment donné, ça va se terminer comme ça quand même. Bon, entre, voilà, entre le fuitage des conversations, avec Poutine et la préannonce, des discussions qui sont censées avoir lieu avec Poutine et ce qu'il va lui dire, ce qui est pas très malin. Les États-Unis déjà sont assez doués pour espionner ce qui se passe, les communications
entre nos ministères. Il y avait une discussion comme ça, économique qui devait se faire, où les données avaient été capturées alors que l'avion passait au-dessus de l'Écosse, parce que le document n'était pas passé. Et donc, du coup, les Américains savaient exactement quelles étaient d'après ce qu'on m'avait dit, quelles étaient les consignes qui étaient données, et jusqu'où ça pouvait céder, etc. Bon, déjà, sans dire. Non, mais ça, c'est un problème, mais globalement, il y a plusieurs façons de voir le sujet. C'est-à-dire, il y a une petite divergence stratégique, hein, on va dire ça, par euphémisme. Il y a la question de qu'est-ce que l'Europe va faire dans l'affaire ukrainienne, qu'est-ce qu'elle va se retrouver obligée de faire, ou Bah, tu dans sais quelle très bien ce situation qu'on on va va trouver. faire. On va payer la facture. On va payer la facture. Et on va pas encaisser celle qu'on a faite déjà, les systèmes, les canons César, etc. Je suis pas sûr on récupère l'argent. Voilà. Et puis après, effectivement, il y a quelques implications économiques, hein, donc du coup que tu viens d'évoquer. Il y a un conditionnement, et effectivement, en gros, le deal, c'est, écoutez, c'est très simple. Vous nous donnez la moitié de vos terres rares exploitées en direct pour nous, et comme ça, on se paye sur la bête, et puis éventuellement, on se fera un peu de gras. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que en même temps, Trump, il s'arrange avec Poutine pour avoir aussi accès à des ressources minières, etc., dans les territoires occupés par la Russie, qui deviendront des territoires annexés, à n'en pas douter. Donc en fait, les Américains gagnent, enfin les États-Unis, pardon, gagnent sur tous les tableaux, d'un point de vue économique. Alors il y a plein de sujets. Moi, je renvoie un petit peu à la vidéo qui est sortie hier soir sur Fréquence Populaire, ou ligne de front, où effectivement Georges explicite ça très bien. Donc je ne vais pas paraphraser, ça sert ça sert à rien. Tu as vu donc cette vidéo qui est sortie bien tard, mais qui justement explique tout Ouais. ça. À quel jeu jouent les États-Unis justement? Oui, oui, tout à fait. De toute façon, ils jouent un jeu qui est celui de leurs intérêts. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses. Alors, il y a des choses très intéressantes, hein. La pression sous Zelensky est très forte, parce qu'il commence à lâcher du lest en disant, alors je veux bien démissionner si l'Ukraine entre dans l'OTAN. Dans, euh, dans l'OTAN, oui, c'est ça. Évidemment, c'est un deal qui va pas marcher, parce que justement le but essentiel de la guerre, c'était que surtout l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Donc bon, personne ne va lui accorder ça, hein, parce que ce que j'ai compris. Je ne crois pas que ça soit l'orientation de l'administration Trump, pour le moins. Et puis après, il y a la pression se fait de telle façon que, par exemple, Elon Musk menace de supprimer Starlink sur l'Ukraine. L'accès de Starlink à l'Ukraine, qui leur sert beaucoup pour leurs activités, justement pour leurs opérations de défense. Donc, je crois qu'il est quand même vraiment poussé vers la sortie. Oui, je comprends. Voilà. Alors après, bon, on peut discuter sur autre chose, hein, c'est-à-dire, bon, les Américains, enfin, Trump joue un jeu un peu dangereux, dans la mesure où il envoie au monde un message que, bon, on peut vous pousser à faire tout ce que vous voulez, on vous lâchera en race campagne et comme des malpropres et dans des conditions défavorables pour vous. Donc, très vraisemblablement, ça ne va pas aider les gens à croire comment dire, justement, la crédibilité du parapluie militaire otanien ou américain. C'est pas, c'est loin d'être certain. Donc c'est une première chose. Donc du coup, il faudrait qu'il lâche un peu, mais pas trop vite. Mais en même temps, il a une urgence que j'expliquais, hein. C'est qu'effectivement, Trump ne réfléchit pas qu'à l'Ukraine, il réfléchit à quelque chose de global. Alors que je ne suis pas certain que les dirigeants européens, notre président en tête, aient cette globalité
de vue quand ils vont voir Trump. Du coup, ils ne peuvent pas anticiper correctement ce qu'il va faire. Voilà, donc bon, Trump, il veut un cessez-le-feu immédiat parce que c'est une promesse de campagne. Macron, il veut une approche progressive, un cessez-le-feu, puis on négocie autre chose, et puis on fera un accord de paix avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine, etc. Voilà, ils sont pas du tout sur la même ligne. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant. Alors, le deuxième sujet quand même, c'est que Macron propose le déploiement de troupes de troupes européennes en Ukraine pour assurer le respect de la paix. Voilà, et en disant, mais attention, hein, on ne les met pas en première ligne, mais pour assurer, elles serviraient de garante du cessez-le-feu. Je n'ai pas très bien compris ce que c'est que la première ligne, dans la mesure où maintenant on le voit, les Ukrainiens frappent très loin dans le territoire russe, c'est-à-dire à Kazan et dans d'autres endroits, même et ils ont même essayé de bombarder des choses sur Moscou. Bah, effectivement, les Russes font exactement la même chose dans la profondeur du territoire. Donc, le, le front, il est quand même assez extensible. Et donc, c'est quand même très risqué ce qu'il propose, quoi. Voilà. Et après, je ne sais pas, il y a d'autres sujets, il y a tellement d'autres sujets que c'est trop d'aspects, mais je ne suis pas sûr qu'on en sorte grandi. Ce qui est sûr, c'est que dans un autre registre, Washington, a changé de braquet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cœur de son focus, c'est la Chine. C'est plus du tout, la Russie, puisqu'il parle même de faire du business, sur, d'extraction minière en Russie et cetera. Donc la l'Ukraine a été sacrifiée pour des enjeux bassement économiques, hein. C'est ce que nous, on disait, depuis très longtemps. Mais surtout, on voit que, la pression que Washington fait sur Pékin et la lutte a des conséquences très sérieuses sur notre propre économie. Puisque maintenant avec les systèmes, de la globalisation qui sont tellement interconnectés, bah, c'est Schneider Electric qui, justement, est très, on va dire, construite autour de l'IA, du moins qui a un gros business, sur la question de l'IA, qui a plongé en bourse et qui entraîne le CAC 40 avec elle. Parce que justement, les, perturbations, créées par Donald Trump, désolé de faire référence au vrai président des États-Unis, heu heu, posent, de vrais sujets et on risque, nous, d'être un peu, les victimes collatérales, de cette lutte entre, les Américains et les Chinois. Mmh. Et personne viendra, nous aider. Donc c'est vrai que alors, on pourrait dire, tant pis pour nous, hein, on n'avait pas qu'à être aussi dépendant de la Chine et des États-Unis et que si on s'était un peu plus concentré sur nous-mêmes, bah, Ouais, peut-être qu'on aurait moins de soucis. Malgré tout, on voit que ça va avoir des effets de bord et donc probablement amplifier la crise que nous, on souffre. C'est-à-dire que cette instabilité créée par Donald Trump est, négative pour notre économie. Même si peut-être qu'à long terme, ce sera positif, puisque ça ouais, peut-être, comme la Russie l'a fait, ça nous permettra de nous mettre un peu en comment ça s'appelle? En en autonomie. C'est-à-dire que reconstruire et d'être moins dépendant. À voir, je ne sais ouais. pas. Il y a Fred Kroon qui soulevait effectivement, est-ce que le but des Américains n'était-il pas de laisser perdurer le conflit de manière à ce que l'Europe s'affaiblisse économiquement, de façon à devenir une part négligeable sur la scène internationale? Bah, effectivement, le grand jeu, c'était surtout d'enfoncer un coin entre l'Europe et la Russie, parce que globalement, heu, les un axe Berlin-Moscou, un axe économique Berlin-Moscou, par exemple, c'était très problématique pour l'économie américaine. Donc, du coup, bon, effectivement, ils ont joué cette partition-là, sachant que bon, ils ont d'autres choses, ils ont d'autres choses à faire ailleurs.
et notamment sur la zone Pacifique qui devient quand même le centre de gravité géopolitique du monde. Alors Eric, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimes le biathlon? Ah, je peux plus trop, j'ai de l'asthme, je peux pas faire ce genre de choses. Parce que et justement parce que je me suis promis, de te parler de bonnes nouvelles. Pour une fois, donc la France, alors peut-être qu'on a gagné plus de médailles, hein. On avait gagné, déjà 13 médailles. On fait, on rafle tout, donc en sachant qu'au moment où on en avait 13, on avait 6 d'or, 2 d'argent et 5 de bronze. Donc Ouais. un superbe tableau et ben, pour une fois, ça montre que, bah, en France, on peut gagner et on peut ça peut marcher. Alors, certains diront: «Oui, mais bon, certains pays comme, la Biélorussie et la Russie qui étaient très forts dans ces trucs-là, ne sont plus là. Bon, c'est pas grave, on a gagné quand même, on sera de mauvaise foi, on est les meilleurs». Ouais. Donc et non et félicitations aux athlètes français. Heu, justement, je pense que c'est important, donc on peut citer, il y a, alors je veux pas dire de je ne veux pas écorcher les noms, donc Julia Simon, Justine Breza-Bouchet, Lou Jean Monod, alors attendez, qui sont les autres? Quentin Fillon-Maillet, Simon et Fillon-Maillet, alors ça a l'air d'être toute une famille ça. Il y en a beaucoup Océane aussi. Michelon et j'espère ne pas en avoir oublié. Et il y a un Mmh. certain Perrault, mais je n'ai pas son Éric Perrault. Ah et Émilien Jacquelin, voilà. Je les ai tous cités, ben, pour une fois, on devrait les connaître aussi bien ces champions français que, Les heu, footballeurs. Mbélé, N'Golo Kanté et Zinedine Zidane, voilà. C'est important ou Florent Manodou. C'est important surtout dans tu vois, le biathlon, dans ce contexte où les Russes pourraient nous attaquer et avoir des mecs qui tirent sur la neige, ça peut être bien, tu vois? Mmh. Enfin Ouais. bref. Alors, Heu, oui, vas-y. heu, un autre sujet, heu, c'est on vient de conclure, donc il y a eu l'adoption, définitive du budget de la sécurité sociale en France Mmh mh. et on voit, bah, que c'est compliqué, hein et ça va être très compliqué. Donc et quand je dis très compliqué, et je pense qu'il va falloir c'est plus la ceinture, hein, c'est la ceinture, les fesses, ne plus manger et bref, ça va être quand même une période très, très particulière. Qu'est-ce que toi tu peux dire là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parce que c'est un peu, je pense que personne ne va sortir indemne. Ouais, c'est un peu alors ça, c'est un peu compliqué. Le budget de sécurité sociale, bah, il y a déjà un vrai sujet, quand même globalement, sur les retraites, semble-t-il. Alors il y a plein de il y a plein de questions et puis après effectivement sur la santé publique, bah, on est toujours dans le règne, du tableur Excel, et peut-être aussi, souvent le tableur Excel, c'est aussi le règne de la courte vie de la courte vue, en réalité. Donc bon, la question qui est posée derrière, c'est celle de la soutenabilité, financière. Heu, bon, donc du coup, comment anticiper les années suivantes pour éviter, bah, pour éviter du dérapage? Et puis évidemment, le vrai sujet, c'est quand même, l'impact sur les gens parce que bon, les chiffres, les équilibres, le budget et cetera, c'est très beau, mais ça parle pas à grand monde. Ce qui parle aux gens, bah, c'est effectivement ce qu'il y a, les conséquences qu'il va y avoir, pour eux. Voilà et là-dessus, bah, je suis pas forcément, moi j'avoue que je suis pas forcément, très optimiste compte tenu, bah, d'effectivement, on a pas mal de choses, hein. Il y a des consultations de généralistes, alors c'était demandé par eux depuis, très longtemps.
OK, c'est vrai Quoi, la qu'avec taxe lapin, tu parles? la taxe, oui, alors la taxe lapin, bon, la taxe lapin, c'est, bon, c'est un peu logique parce qu'il y avait une tendance quand même, à une dérive forte où effectivement les gens, retenaient des rendez-vous, se présentaient pas et cetera. Mais c'est une tendance qu'on a partout, chez le médecin, au resto et cetera, hein, donc Mais moi, je mettrais un bémol là-dessus, heu, sur la question de la taxe lapin. Souvent, tu mets tellement longtemps à avoir un rendez-vous et le rendez-vous est dans tellement ouais, longtemps que parfois la pathologie pour laquelle tu as demandé le rendez-vous n'existe plus. ouais. Après ça Et donc n'empêche pas de l'annuler le rendez-vous. non, mais C'est en tout à gros, fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve face à un problème qui est que si les rendez-vous étaient plus rapides, je pense aussi qu'il y aurait moins d'annulations et moins d'oublis. Parce que, ouais, tout à fait. il y a ça. Malgré tout, moi je pense qu'effectivement, heu, c'est bien de responsabiliser les gens, parce que les gens qui bloquent des rendez-vous alors que toi tu galères à chercher un rendez-vous, bah, c'est pas bien non plus. Ouais. Maintenant, ce qui moi m'a beaucoup choqué, c'est, la diminution, de l'indemnisation des arrêts de travail, qui va passer de 1,8 Mmh. SMIC à 1,4 SMIC, donc le montant maximal. Et donc on va déjà avec les jours de carence, c'était problématique, mais on va amplifier encore la pression qui fait que les alors, les gens, ne s'arrêteront plus, certains. Parce que la perte financière sera trop importante et donc vont continuer à travailler malades et ça, Mmh. c'est pas bien. Moi, à l'époque, de Mathusalem où j'ai fus patron, j'ai renvoyé un certain nombre de salariés à la maison, en leur disant: «Je préfère te payer ta journée que tu viennes malade parce que demain, toi, tu es malade, les 20 autres seront malades», surtout quand le mec, il a la gastro et qu'il vomit partout. Et en même temps, il dit: «Oui, mais bon, heu ça m'enlève un jour de salaire, si je me mets en arrêt». Oui, sauf que sinon après c'est problématique et le problème c'est-à-dire qu'au lieu d'encourager les gens à, on va dire de faire un bonus pour tu vas aller plus vite tu vas te soigner, plus vite tu es guéri parce qu'il y a aussi ça, hein. Plus vite on va, chez le médecin pour prendre des médicaments, plus vite on sort. Alors que si on Mmh. laisse, s'amplifier, le mal, généralement ça marche pas et on reste au lieu d'être 3 jours alité, on va rester 2 semaines. Donc je pense que Ouais. ça, c'est pas une bonne chose. Alors clairement, ça va limiter les arrêts maladie, mais ce sera fait au détriment de la santé des Français. Oui, donc Hypatie dit: «Une proche veut se faire opérer sur ses jours de vacances c'est à cause de cela», exactement. C'est-à-dire qu'on Oui, est oui, face c'est à un ça. truc où les gens, ne se soignent pas comme ils devraient se soigner. Donc ça, c'est pas bien. On devrait se si on est malade, on s'arrête. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire du gain, bon, un peu à la petite semaine. Alors bon, après, je sais bien que ça fait prendre des masses, mais on fait du gain, là-dessus, mais globalement, on prépare aussi des dépenses plus importantes par la suite. C'est quand même ça le sujet. Non, tout Donc voilà, après effectivement, le problème des rendez-vous, non, un des problèmes qu'il y a sur les rendez-vous, moi qui me frappe, c'est qu'en gros, si tu as besoin de faire renouveler une ordonnance à l'avance, et ben, tu prends rendez-vous, tu arrives à avoir ton rendez-vous sur Doctolib ou un truc comme ça. Par contre, si tu es très malade, mmh. bah, là, c'est pas possible. Et c'est en fait, j'ai un peu peur que aussi, du coup, notamment les généralistes se retrouvent avec, bah, une perte, de technicité parce que du coup, ils vont être dans un système, ils vont se retrouver dans un système où ils vont voir que des gens qui vont bien sur le moment, quoi. Au moment où ils viennent les voir. Donc, ils vont moins être confrontés à des situations, un peu, qui sont un peu plus problématiques, donc le diagnostic va devenir, c'est peut-être une agilité dans le diagnostic qui sera moins facile. Mmh. Ce qui est sûr, c'est qu'on dit que tout ça est fait pour diminuer le trou de la sécu. Ne serait-ce que si, on encadrait mieux le prix des médicaments et que Mmh, je pense que déjà on pourrait diminuer un peu, le trou de la sécu.
et surtout faire quelque chose qui, moi, m'a toujours surpris, c'est qu'en France, on fait du conditionnement de médicaments. Donc, Oui, attention, je vais faire de la pub. Si j'ai besoin que de 3 gélules, pourquoi on me donne une grosse boîte? ouais, Et donc au final, on se retrouve avec plein de trucs qui servent à rien, alors qu'on devrait, comme dans certains pays, doser à la gélule, on se donne un petit flacon avec le nombre exact de gélules et je suis sûr que les économies seraient importantes. Mais ouais, voilà. exactement. Non, mais ça, c'est ce qui se fait, dans d'autres pays, hein. Je veux dire, moi, j'ai vu ça aussi en Argentine. Ils te découpaient une plaquette et te donnaient le nombre dont tu avais besoin. Parce que le problème qu'on a derrière, c'est qu'on a aussi des tas de médocs, qui traînent, parce que les conditionnements sont faits juste pour, par rapport à une posologie, pour que tu doives acheter une deuxième boîte, Mmh. éventuellement, ou, il y en a pas assez sur la première et une deuxième par rapport au traitement, et puis il te reste, 3/4 de la deuxième boîte, en comment dire? En rade, et donc du coup, à un moment donné, on a tendance à le bazarder. Ce qu'il faudrait pas faire, parce que globalement, les médocs qu'on bazarde, dans les poubelles et dans la nature, ça se retrouve, après un peu partout dans les cours d'eau, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une antibiorésistance. Ça, c'est aussi un des problèmes, alors que de manière générale, les médicaments inutilisés, ça se rapporte normalement, en pharmacie, et ça, en fait, les gens le savent, pas assez. Donc voilà, du coup, ça, c'est un aspect particulier. Moi, ce qui me frappe un peu, c'est quand même, je suis amené à consulter des spécialistes, dans une clinique, parce que c'est pas loin de chez moi. Bon, en gros, ils ont un peu tendance quand même à faire marcher le scanner, l'IRM et tout le bastringue, de l'établissement, et je soupçonne que des fois, c'est pas forcément utile, ça leur apprend pas grand-chose de plus que ce qu'ils savaient déjà, et il y a un peu une inflation aussi de dépenses qui se fait, bah, parce qu'il y a une pression. Moi, je me rappelle d'avoir rencontré, une chirurgienne qui me disait: «Bon, bah, en fait, on nous demande de faire tourner le reste de la boîte». Parce que maintenant, ce sont des mutuelles privées, souvent gérées par des fonds de pension, américains, enfin possédés par des fonds de pension américains, et en gros, on demande de faire cracher du chiffre. Donc on fait cracher du chiffre de tout plein de façons, en pilotant des examens, complémentaires. Alors des examens, qui apportent pas forcément grand-chose, en taxant les gens sur les frais de parking, parce que même quand tu viens visiter quelqu'un, c'est rare que tu viennes le faire en moins d'une demi-heure. Donc, globalement, on raquette aussi les gens qui viennent visiter les patients, et cetera, et cetera. Donc, bon, alors ça rentre pas dans le coût de la sécu, le parking, mais globalement, il y a une approche qui est hyper gestionnaire des établissements, de santé, qui est une approche, bah, effectivement, on pense beaucoup à l'actionnaire en réalité, et des choix sont imposés comme ça, et ça font un peu l'objet il y a même une pression sur les praticiens pour générer des frais, pas forcément utiles. Alors, on va Donc je n'ai pas de terminer. réponse sur la façon comment on peut contrôler ça, Mmh, comment on peut le réduire, et mmh. On va terminer, cette revue de presse sur une autre annonce positive avant de passer la parole à un invité surprise avant notre entretien, qui va nous parler d'un événement qui va avoir lieu, à Paris. Alors, c'est justement à Lyon, vous pouvez voir Zeus, le cheval métallique des JO. Alors pour les complotistes, il a été conçu en partenariat avec, l'entreprise pharmaceutique Sanofi. Donc ceux qui disaient que c'était le cheval de l'apocalypse, sachez que si vous vous rapprochez, il vous vaccine aussi. Hem, plus sérieusement, Heu, c'est une prouesse française. Ça a impressionné le monde. Qu'on le veuille ou non, c'est une belle prouesse, mécanique, technique et cetera. Ah, je ne sais pas pourquoi. C'est On va éviter de cliquer. Je ne sais pas ce que c'est ça. Ouais, et il y a eu un truc très étrange, et voilà, et donc je pense que ça vaut le coup, pour une fois qu'on fait des trucs bien, d'aller les voir.
d'emmener Ouais. les enfants, et cetera. On peut ne pas être fier de toute la cérémonie des Jeux olympiques, mais au moins, franchement, le cheval sur la scène et cetera, c'était quand même ça envoyait du pâté comme disent les jeunes. Voilà, c'était une belle, prouesse et bon, ceux qui disaient que c'était les cavaliers de l'Apocalypse, moi je trouvais c'était un beau cheval en acier, ça vaut le coup et donc il va être à Lyon, donc n'hésitez pas. Et Mais il y avait un sujet intéressant alors, et un sujet, si je ne me trompe pas, c'était toi, Eric, qui en a parlé et donc avant ah, Razika, on va en parler parce que je ne vais pas bouder mon plaisir de lequel? conspuer ce petit pays qui Ah vole nos oui. impôts. Ah non, mais oui, mais qui est concurrencé par d'autres qui volent aussi les impôts. Ouais, mais Donc, c'est pas grave. voilà. Le Luxembourg n'est plus la région la plus riche d'Europe. Eh Voilà. Ah ben, oui, ça, tant pis pour eux. oui, effectivement, ils subissent. Alors, c'est un classement qui était fait par l'Union européenne. Et ils font des classements. Alors, ils font même plus des classements par pays, hein, ils font des classements par euro-région. Donc, le Luxembourg est une euro-région. Et en fait, qui s'est fait. Alors, on disait, les mecs sont pétés de thunes là-bas, etc. Ce qui n'est pas tout à fait faux, grâce au système bancaire, grâce à un certain nombre de choses. Mais en fait, ils se sont fait voler la première place du podium par l'Irlande de l'Ouest. Oui, parce qu'eux aussi font le paradis fiscal, et puis Attends, finalement, bah, l'Irlande de l'Ouest, hein? oui, l'Irlande quoi. Non, c'est l'Irlande. Je crois qu'en plus, c'est l'Irlande de l'Ouest. Je sais pas pourquoi. Alors, moi, je suis pas très au fait du Non, mais il y a découpage des l'Irlande et l'Irlande euro-régions. du Nord. C'est où l'Irlande de l'Ouest? Bah, non, l'Ouest, bah, c'est l'Ouest de l'Irlande, je suppose. Oui, j'avais fait passer, je sais plus où. Ah oui, c'était effectivement. Non, non, c'était bien, ça indiquait bien qu'il y avait l'Irlande, pardon. Non, non, autant pour moi, pas de l'Ouest. L'Irlande orientale et centrale. Non, en gros, c'est Dublin et toute cette région-là, effectivement, qui s'interconnecte plus facilement avec notamment la Grande-Bretagne d'un point de vue géographique. Et puis, voilà. Et c'est là où il y a beaucoup de sièges de sociétés qui se retrouvent délocalisés, enfin, de holding, des Alors, choses comme franchement, entre nous, le Luxembourg, alors je sais pas si tu déjà passé au Luxembourg, ça. Non. c'est moche. Les mecs roulent tous en 4x4. Ils sont hautains. Ça fait partie des pays, s'il y avait une bonne guerre, je pleurerais pas si c'était rasé. Non, c'est horrible ce que je dis, mais Non, heu, mais franchement, ils avaient fait. c'est un peu comme Monaco et Liechtenstein, tu vois? Bon, à part accumuler à part être un garage à voitures de luxe, tu vois? Je vois pas à quoi ça sert, en fait. Bah, si, ça sert à ce que des gens échappent à l'impôt chez nous Oui, mais c'est ça, ou c'est chez des nos banques, en voisins, fait. d'ailleurs. C'est des pays banques. C'est comme Andorre, tu vois? C'est pour acheter les clopes moins chères et Oui, ça cacher marche ton bien. argent. Oui, c'est effectivement le pèlerinage à Andorre est très pratiqué, notamment par les Toulousains. Mais bon, c'est vrai. Non, après, en fait, le problème, c'est que c'est plus grave que ça. Le Luxembourg subit la récession économique. Alors, c'est la récession, comme son activité, c'est la finance, ça veut dire qu'en fait, voilà, c'est la Il y a plus de finance sous. luxembourgeoise qui est en récession. En gros. Parce que l'Irlande a chopé voilà, a chopé quelques multinationales un peu importantes, qui sont d'ailleurs citées dans l'article, je ne me rappelle plus lesquelles, mais bon, voilà. Et donc, du coup, ils Alors sont, ils sont fort maris d'avoir perdu leur couronne. alors franchement, certains disent que je suis dur avec le Luxembourg, mais qu'est-ce que le Luxembourg a apporté à la civilisation humaine? Culturellement, attendez, je vais chercher, hein, quand même, parce que les Suisses, je sais, mais Ah bah, elle nous a apporter apporté Jean-Claude Juncker quand même. ouais, voilà. Le mec qui expliquait qu'il ne pouvait pas y avoir de démocratie contre le traité européen.
Donc ça veut dire qu'en gros, la souveraineté populaire, c'est un sujet qu'il ne veut même pas connaître. Mais bon. La difficulté, c'est que c'est un grand-duché, le Luxembourg. En fait, c'est pareil, c'est une survivance du Saint-Empire romain germanique, en réalité. Donc, du coup, on a avec une famille régnante, etc. On veut pas de mal à ces gens-là, on les embrasse, hein. Mais, voilà, c'est quelque chose qui s'est structuré de manière un petit peu par hasard, c'est-à-dire ça, ils ont échappé à différentes annexions possibles, et Alors donc ils ont été maintenus. j'ai cherché parce que alors j'ai posé la question à une IA, hein, ça peut être un peu biaisé, mais quelle était la contribution du Luxembourg à la civilisation? Alors, c'est quand même fort. Premier point, centre financier de premier plan. Ils ont Ah, développé les eurobonds. Waouh, on est ça, content. c'est la contribution. Deuxième point, pilier de la construction européenne. Donc, C'est vrai. c'est l'un des 6 membres fondateurs et c'est le siège de la banque d'investissement. Tiens, encore la banque, tu vois? Innovation technologique et spatiale, tiens donc. Législation pionnière sur l'exploitation des ressources spatiales en 2017. Le Luxembourg a adopté une loi permettant aux entreprises d'exploiter les ressources spatiales, notamment les astéroïdes et la Lune. C'est l'un des premiers pays à avoir légiféré sur cette question. Alors j'adore, les mecs, ils ont pas une fusée, mais alors ils disent qu'ils font des En lois. fait, c'est intéressant. On légifère avant de faire, quoi. C'est ça qui est assez Ouais. étrange. Et donc, alors, bah, ils ont un auteur qui a enrichi la francophonie qui s'appelle Jean Portante. D'accord. Oui. Et sinon, bah, attendez, je cherche bastion militaire clé. Oui, bah, c'est fortification de Vauban, heu Mhm. heu, symbole de résilience. En gros, non mais c'est dur, hein, et je cherche. Astra a son siège là-bas. Les bureaux, les bâtiments sont beaux, faut pas exagérer. Oui, 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 c'est bref, tout ça pour dire vraiment Schengen, ouais, mais ça, moi j'ai parlé des bonnes contributions, hein, j'ai pas parlé des trucs qui n'avaient aucun intérêt. Hem, enfin bref. Alors, est-ce que notre invité a pu réparer son problème? Alors, apparemment toujours pas. Donc est-ce que monnaie disputée entre la Metz et Luxembourg? Non, le Luxembourg, c'est bien, c'est le jardin du Luxembourg, le jardin du Sénat. À part ça, le Luxembourg, hem, le travail au Luxembourg est fait par les frontaliers et les immigrés. Est-ce que Marco, tu es en train de Bon. dire que les habitants du duché, en fait, sont comme des Saoudiens, ils vivent du travail de main-d'œuvre étrangère et exploitent des pauvres immigrés français? Mmh mh. Eh ben oui, faut savoir que des tas de choses peuvent arriver. Enfin, voilà, on est toujours, c'est les histoires des petits poissons qui mangent les plus gros, etc. C'est un peu le même principe. On mange des petits poissons et puis d'autres plus gros poissons ont en vocation, effectivement, à nous manger. Enfin, nous manger. Quand je dis nous manger, c'est on peut exploiter des gens et faire en exploiter d'autres.